l'Empire romain est la dernière des superpuissances du monde antique. Fondé sur sa puissance militaire, gouverné par des maîtres impitoyables, cet immense empire était contrôlé à partir d'une cité unique, Rome. Forte d'une population d'1 million d'âmes, Rome était une cité orgueilleuse, cosmopolite et futuriste. Une cité où se dressaient des merveilles d'architecture et d'ingénierie. C'est là que prenaient naissance d'incroyables réseaux d'aqueducs et de routes. Et le Panthéon offrait au regard médusé la plus grande coupole jamais construite. L'architecture de Rome était résolument cosmopolite. Le Forum était une place publique dotée du premier centre commercial du monde. Mais Rome était aussi, à bien des égards, une cité décadente. Les thermes de l'empereur Caracalla étaient un lieu de raffinement inégalé. Rome semblait avoir été bâtie pour le plaisir et le désir. Le Circus Maximus était 2 fois plus long que nos stades modernes, mais aussi 2 fois plus étroit. Et puis il y avait le Colisée, cette gigantesque arène où le rire et la mort se confondaient. Sur quelles lugubres histoires ces sombres corridors se sont-ils refermés à tout jamais? Les 7 merveilles de Rome ont repoussé les frontières du possible. Comment les Romains sont-ils parvenus à ces prouesses techniques avec plus de 1000 ans d'avance sur le reste du monde? Les empereurs de Rome pouvaient être cruels et impitoyables, mais ils n'étaient pas eux-mêmes à l'abri du pire et leur règne n'était pas sans danger. Certains ont su rester en vie en donnant au peuple ce qu'il attendait. D'autres ont forgé leur réputation en construisant d'incroyables édifices comme jamais on n'en avait encore vu. Rome est devenue un lieu unique dans le monde avec des centres commerciaux et des thermes, des systèmes routiers, des installations sanitaires et l'eau courante. Le peuple s'est vu construire des merveilles d'architecture et organiser des divertissements dépassant ses rêves les plus fous. Et rien ne pouvait distraire davantage le peuple que les spectacles qui se donnaient au Circus Maximus, la plus grande arène jamais construite. Pouvant accueillir 2 fois le nombre de spectateurs des plus grands stades actuels, elle offrait aux Romains le spectacle de la vitesse, du danger et de la mort. Les gens venaient assister ici à des prouesses d'habileté et d'audace. C'était pour eux très excitant et sans équivalent. Avec ses 500 mètres de longueur sur 140 mètres de large, le Circus Maximus était l'arène idéale pour les grands spectacles, bêtes sauvages, gladiateurs et surtout, courses de chars. Ce stade pouvait accueillir aux alentours de 200 000 spectateurs. Prise en charge par l'État, l'entrée était gratuite. Mais pour l'empereur Trajan qui l'avait construit, c'était un bon investissement. C'était l'endroit idéal pour assurer sa renommée. Trajan, comme la plupart des empereurs, voulait construire un monument durable à sa gloire. Et le Circus Maximus remplissait cet office. Il pouvait y rencontrer la foule, pratiquement sur un pied d'égalité. Trajan se voyait d'ailleurs volontiers en homme du peuple. Cette immense arène lui permettait de distraire 1/3 de la population de Rome avec un seul spectacle. Au milieu de la piste se trouvait une structure centrale de 300 mètres de long, le Spina, qui représentait symboliquement l'échine brisée des ennemis de Rome. Au milieu se dressait un obélisque de 25 mètres de haut qui avait autrefois raconté les prouesses du grand pharaon Ramsès II. Mais cet obélisque servait aujourd'hui un autre maître, Rome. Les précédentes tentatives de construction de stades s'étaient soldées par des désastres. Le premier grand cirque avait été construit 500 ans plus tôt. Sa structure de bois, très sensible au feu, avait dû être remplacée à plusieurs reprises. En l'an 100 après Jésus-Christ, Trajan décide de reconstruire ce stade une fois pour toutes. L'empereur Trajan va le rénover et remplacer la majeure partie de la structure en bois par une magnifique construction de marbre et de pierre. Ce sera le premier véritable stade des Romains. Le Circus Maximus va devenir le stade le plus célèbre de tous. Le secret de sa survie réside dans un nouveau matériau de construction, le béton. Ce mélange magique va permettre de libérer l'architecture
et les Romains seront les premiers à expérimenter ce mélange. Pour les empereurs de Rome, nul doute que le béton offre de nombreux avantages, puisqu'il permet de bâtir beaucoup plus rapidement. Mais les empereurs pouvaient aussi bâtir des complexes de plus en plus grands pour accueillir encore plus de gens. Lorsqu'on a construit le Circus Maximus, seule la partie supérieure a été réalisée en bois. Les 3 premiers niveaux, près des boutiques et des entrepôts, ont été bâtis en béton et décorés avec de la brique et du marbre. Cette structure insensible au feu a permis d'assurer l'extension des boutiques sur toute la longueur du stade, et malgré les risques d'incendie à ce niveau, l'ensemble a survécu pendant 500 ans. Jamais le peuple de Rome n'avait vu un stade aussi gigantesque. Il n'en reste aujourd'hui que les fondations, mais le Circus Maximus fut, dans l'Antiquité, le plus vaste édifice du monde. On entrait dans le stade par une porte voûtée et on se faufilait dans une espèce de système de corridor qui donnait presque sur le sous-sol. De telle manière que lorsque vous sortiez pour rejoindre votre place, vous étiez ébloui par la clarté et il vous fallait quelques secondes pour que vos yeux s'habituent au spectacle qui surgissait devant vous. La construction de Trajan, haute de plus de 30 mètres, se composait de 4 gradins de places assises répartis autour de la piste sur près de 1400 mètres. Pour Pline le Jeune, l'ouvrage était aussi beau qu'un temple. Il fallait le voir pour lui-même, indépendamment des spectacles qui s'y donnaient. Il fallait aussi que cette arène fût suffisamment solide pour accueillir des hôtes totalement incontrôlables. Pour l'un des spectacles organisés, 63 léopards et 40 ours et éléphants seront lâchés sur la piste. La sécurité de la foule était assurée par un fossé de 3 mètres de large sur 3 mètres de profondeur, creusé tout autour de la piste. L'empereur Néron imagina une barrière mobile revêtue d'ivoire qui se dressait sous l'action d'un mécanisme empêchant les animaux de s'agripper et de la franchir. L'action pouvait ainsi se dérouler au plus près des spectateurs. Le Circus Maximus était si vaste qu'il fallait y organiser des spectacles à grande échelle. Et pour la foule romaine, rien ne valait les courses de chars. La course était lancée lorsqu'on laissait tomber un mouchoir. Les portes s'ouvraient et une douzaine de chars surgissaient. Après être restés en ligne quelques instants, à partir d'un certain endroit, ils avaient toute latitude pour le reste de la course. Ils faisaient alors 7 fois le tour du stade à un train d'enfer, avant de franchir la ligne d'arrivée face à la loge impériale. À l'instar de nos courses automobiles modernes, le circuit était continuellement modifié. Les secteurs les plus dangereux se trouvaient dans les coins où les cochers devaient serrer la corde au maximum autour du poteau marquant le virage. Les chars se heurtaient, se couchaient et les cochers étaient piétinés par les attelages. Une 50aine d'entre eux mouraient chaque année. Mais s'ils survivaient, leur gloire était immense. Je crois qu'on peut les comparer à nos chanteurs pop ou aux stars de cinéma, ou encore à nos pilotes de course. Ils s'attiraient de nombreux admirateurs avec la gloire et la richesse et le formidable prestige qui va avec. On connaît encore le nom de l'un d'entre eux, Scorpus, et avec lui on devine l'enthousiasme, la gloire et parfois la tragédie qui sont associés à ces cochers. Il a gagné plus de 2000 courses, mais il est mort dans ce Circus Maximus à l'âge de 27 ans. Les spectateurs pariaient sur les équipes de différentes couleurs, et tout le monde assistait à ces courses, hommes, femmes et enfants. C'est le Circus Maximus qui a rendu Trajan si populaire. Mais il ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Il est devenu l'un des plus grands bâtisseurs de Rome et a édifié une autre merveille d'architecture, le Forum de Trajan. Le forum est le symbole culturel de la cité romaine. C'est le lieu central où les gens se rencontrent et qui comporte généralement un temple sur l'un des côtés et une basilique et un palais de justice sur l'autre. C'est vraiment la place centrale, le Times Square ou le Piccadilly de Rome. Il y avait déjà 5 forums à Rome, mais aucun ne pouvait rivaliser avec le gigantisme de celui de Trajan. Le forum de Trajan était le plus vaste de tous les forums impériaux construits au centre de Rome. En fait, sa taille équivaut à celle de tous les autres mis ensemble. Trajan l'a édifié pour assurer sa popularité, mais aussi pour devenir un véritable Romain.
Trajan était le premier empereur venu d'un autre pays. C'était un Espagnol, un très bon soldat. C'était le deuxième de ceux qu'on a pu appeler les 5 bons empereurs. Il avait été choisi pour ses capacités plutôt que pour ses origines familiales. Trajan était un autodidacte et un bâtisseur d'empire. Sans surprise, il a choisi comme architecte un homme venu lui aussi d'un autre pays, Apollodore de Damas, qui va aider Trajan dans ses opérations militaires à l'étranger. On ne sait finalement pas grand-chose sur la carrière d'Apollodore, comme d'ailleurs pour la plupart des architectes romains. On sait seulement qu'il était l'architecte en chef de Trajan, responsable de la construction des ponts pendant la campagne de Dacie et l'auteur du Forum de Trajan. L'argent collecté en Dacie lors des campagnes militaires permettra à Apollodore de faire du Forum de Trajan une véritable vitrine. À elle seule, la piazza mesurait plus de 180 mètres de long et était entourée d'arcades sophistiquées décorées avec des statues de Trajan. Il y avait une place de marché, une bibliothèque et des cours de justice. En termes de moyens financiers, les empereurs romains étaient des gens de l'envergure d'un Bill Gates. Bien sûr, certains empereurs étaient plus riches que d'autres. Et leur richesse provenait notamment de leur conquête à l'étranger, une partie de l'argent tombant directement dans leur coffre. Les victoires militaires de Trajan, qui permettront de financer l'édifice, sont décrites sur une magnifique colonne qui domine le site. C'est une série de sculptures qui relatent ses victoires. Elle raconte l'histoire des campagnes victorieuses de l'armée romaine qui a traversé le Danube pour conquérir la Roumanie de l'autre côté du fleuve. Elle montre d'incroyables images très colorées des massacres auxquels se sont livrés les Romains pour gagner cette guerre. Pour l'homme de la rue, se rendre au Forum de Trajan, c'est pénétrer dans un autre monde. Le pauvre citoyen de Rome, qui échappe momentanément à ses conditions de vie étriquées, pénètre dans ce majestueux ensemble de marbre scintillant et aperçoit les toits de bronze dorés du palais. Il se trouve transporté dans un monde entièrement différent, comme on se rendrait aujourd'hui sur le lieu de tournage d'un film. Mais le Forum de Trajan sera bien plus qu'une place publique. Pour s'attirer définitivement les faveurs du peuple, Trajan se met à bâtir le premier centre commercial du monde, ce qu'on nommera les marchés de Trajan. Pour cela, il va dégager une colline de près de 40 mètres de hauteur et construire un complexe en terrasse adjoignant le forum. La configuration de ces marchés est très intéressante. D'une certaine manière, elle préfigure nos centres commerciaux modernes, répartis sur différents niveaux. Et depuis l'un de ces niveaux, on pouvait voir ce qui se passait à l'étage inférieur. C'est là une conception futuriste. Un centre comportant différents espaces répartis sur plusieurs niveaux avec des passages surélevés pour les piétons et des rues bordées de 150 boutiques sur 5 niveaux. Nous sommes ici dans un couloir avec quelques-unes des boutiques de ce complexe. Comme vous pouvez le voir, c'est toute la façade d'une boutique qui s'ouvre sur la rue ou sur un couloir. Les méthodes de construction étaient nouvelles, rapides et économiques. Les murs étaient simplement revêtus d'une brique de parement. Pour minimiser le coût, ces briques étaient coupées en deux et le nouveau béton de pierraille sur la partie intérieure du mur permettait d'édifier aisément 5 étages. Les marchés de Trajan sont un merveilleux exemple du savoir-faire des Romains en matière d'utilisation de la brique. Non seulement comme matériau fonctionnel, mais aussi pour l'habillage esthétique. La brique devient un élément de décoration du bâtiment. Au 5e niveau se trouvait un grenier à céréales où l'on distribuait des rations gratuites aux plus pauvres. Au-dessous, les galeries de boutiques proposaient toutes les marchandises venues des 4 coins de l'Empire. Les soies les plus fines, les épices rares et les pierres précieuses, ainsi que les denrées quotidiennes, étaient vendues dans différents marchés couverts. C'était un endroit où les Romains pouvaient se réunir et se détendre, boire et manger, se promener et acheter tout ce qu'ils voulaient. Il y avait des tavernes et des boutiques vendant des plats à emporter. Avec un si grand nombre d'activités, des mesures de sécurité avaient également été mises en place. Ce grand mur pare feu, séparant le forum du marché, empêchait que le forum ne soit touché par les incendies, qui se déclaraient souvent dans les marchés.
Il servait aussi de séparation entre le monde ordinaire, celui de la vie quotidienne, avec ses luttes, ses chamailleries, ses querelles d'ivrognes, et le monde de l'empereur, solennel et cérémoniel. Trajan a contribué à faire de Rome l'endroit le plus sophistiqué du monde. Une cité bénéficiant de toutes les techniques et notamment d'incroyables aqueducs. Les aqueducs représentent alors une véritable avancée technique. Ils permettent d'apporter une eau pure jusqu'aux demeures du million de citoyens romains. Des arches élégantes enjambant la campagne et d'incroyables tunnels en sous-sol permettaient de fournir chaque jour à la cité plus de 500 millions de mètres cubes d'eau potable. Cet incroyable système allait devenir la force vive de Rome et servir de modèle à toutes les villes qui suivront. Il faisait très chaud à Rome, tout comme aujourd'hui, et les empereurs ainsi que ceux qui étaient chargés des constructions veillaient à prévoir une alimentation adéquate en eau. Il y avait des fontaines pratiquement à chaque coin de rue et dans les patios des plus belles demeures. Les scientifiques romains, comme Vitruve, ont même analysé l'eau en la faisant bouillir afin d'analyser les résidus. Ils ont observé les effets de la contamination provenant de différents sols et ils ont étudié les végétaux attirés par l'eau comme le jonc, l'osier, l'aulne ou le roseau. Plus tard, sous le règne de Trajan, un département d'études complet sera créé sous la direction d'un ingénieur célèbre, Frontin. Frontin était l'hydraulicien de Trajan. C'était un homme extraordinairement méticuleux. Il a rédigé un ouvrage sur ses activités décrivant l'alimentation en eau de Rome qui nous fournit des détails qu'autrement nous ignorerions sur les aqueducs et leur fonctionnement. Depuis longtemps, il avait été établi que la meilleure eau ne venait pas du Tibre, mais des contreforts et des sources naturelles aux abords de Rome. Sous réserve de s'écouler depuis une hauteur suffisante, ces sources pouvaient être canalisées au moyen d'aqueducs jusque vers la cité en contrebas. L'expérience venant, les ingénieurs romains pourront venir à bout de tous les obstacles. Avec le temps, ils construiront un réseau de tunnels et d'aqueducs s'étirant sur plus de 400 km. Préalablement aux travaux, il fallait déterminer la pente de l'aqueduc à travers collines et vallées jusqu'à Rome. Avant que l'eau n'arrive dans l'aqueduc, elle devait traverser plusieurs bassins de décantation. Ici, l'écoulement était ralenti afin de permettre aux impuretés de se déposer. Sur la majeure partie de leur trajet, depuis les collines de Rome jusque dans la cité, sur des distances pouvant atteindre une douzaine de kilomètres, les aqueducs étaient enfermés dans des tunnels comme celui-ci, souvent creusés directement à travers les collines ou sous les villes et les villages. Ils étaient creusés à la main et tellement bien conçus qu'ils sont le seul service public de la Rome ancienne à être encore utilisé de nos jours. Pour construire les tunnels, les ingénieurs utilisaient une technique minière consistant à percer un puits vertical tous les 30 mètres en suivant la progression de la galerie à travers les collines. Ils pouvaient ainsi vérifier l'alignement avec précision en laissant descendre des fils à plomb. Mais lorsque l'aqueduc sortait de l'autre côté, la pente du terrain vers la cité était souvent trop forte. Pour maintenir la bonne déclivité, il fallait alors redresser la galerie en lui faisant prendre appui sur un mur de briques ou de pierres. Plus la pente à rattraper était forte, plus le mur s'élevait. Mais lorsqu'il dépassait 2 mètres, la construction devenait trop coûteuse. La solution consistait alors en une innovation architecturale que les Romains perfectionneront au fil du temps, l'arche. Nous avons là une arche romaine semi-circulaire, parfaitement standard, construite avec des pierres de taille. Sa portée est d'environ 5,50 m et l'ensemble de l'arche ne comporte pas plus d'une trentaine de grosses pierres. Les ingénieurs romains utilisaient un coffrage en planche au moyen duquel l'arche était assemblée. Lorsque les pierres étaient en place, ils ajoutaient du ciment et des moellons pour édifier la structure jusqu'en haut. Lorsque le closoir était en place, ils pouvaient alors dégager le coffrage et laisser tout le poids reposer sur l'arche, les contraintes se répartissant sur les différentes pierres jusqu'au sol. Et ils pouvaient alors finir la partie haute de l'aqueduc.
Grâce à ces arches, les aqueducs pourront franchir les vallées. Mais avec le temps, ces arches perdent en stabilité. Les ingénieurs vont donc explorer différentes techniques pour les stabiliser. Lorsqu'un aqueduc traversait un fleuve, la base en était spécialement dessinée de manière à résister à la puissance du courant. Mais lorsque les arches devenaient trop grandes, elles avaient tendance à vriller et à perdre leur stabilité. Les Romains vont donc limiter leur hauteur à 20 mètres environ. Pour conserver une déclivité adéquate, les aqueducs devaient parfois être encore plus hauts. Un deuxième étage d'arches était alors construit au-dessus du premier. L'un de ces aqueducs comportera même 3 étages, soit 55 mètres de haut. Une nouvelle avancée technique sera enregistrée lorsque les ingénieurs découvriront un ciment étanche pour revêtir le fond de la galerie. Un ciment obtenu à partir d'une cendre volcanique qui, mélangée à la chaux, devient un mortier capable de durcir même sous l'eau. Nous avons ici la galerie de l'aqueduc qui a permis d'amener l'eau à l'ancienne Rome. Elle est très large et permettait de fournir environ 150 000 mètres cubes d'eau par jour. Revêtue de chaux et de terre cuite, elle était étanche sur toute sa longueur. Mais pourquoi ces dépenses architecturales alors qu'une conduite d'eau aurait pu faire l'affaire? Les Romains auraient pu amener l'eau jusqu'à leur cité au moyen d'une canalisation courant à la surface du sol. Mais bien sûr, il y aurait eu des problèmes avec la pression intérieure. En transportant l'eau dans un aqueduc, dans une galerie plutôt que dans une canalisation, les Romains pouvaient alimenter la ville aisément et rapidement avec une forme de construction relativement simple. Bien sûr, l'ensemble est couvert pour éviter l'évaporation et l'accumulation des saletés qui peuvent y être déposées par le vent. Les Romains avaient également compris qu'avec des canalisations enterrées, il était très difficile de détecter des ruptures et de les réparer. Les canalisations ne pouvaient être qu'en terre cuite. Les ingénieurs évitaient le plomb, qui était coûteux et dont ils connaissaient la toxicité. Ils savaient également que des sédiments s'accumulent dans les parties basses des canalisations, créant ainsi des points de pression supplémentaires. Le grand avantage des aqueducs, c'était leur facilité d'inspection et d'entretien. Les aqueducs pouvaient traverser les plaines facilement, mais les vallées encaissées et les dépressions posaient un véritable problème. Pour traverser, les ingénieurs vont donc construire une citerne de chaque côté, l'eau franchissant alors l'encaissement dans une canalisation et remontant la pente opposée sous l'effet de son poids. C'était le premier siphon inversé avec la gravité. Le canal partait de l'aqueduc, descendait dans la vallée et remontait vers un autre réservoir de l'autre côté où l'eau repassait dans l'aqueduc. Lorsque l'eau parvenait à Rome, elle remplissait 3 grands bassins de stockage. Le premier servait essentiellement aux usages publics, le deuxième aux bains, et le troisième était destiné aux luxueuses habitations privées qui payaient une taxe. L'argent recueilli auprès du secteur privé contribuait à subventionner le système public qui était prioritaire. La population avait toujours beaucoup d'eau. Pour chaque empereur, le contrôle du secteur public était une priorité absolue car leur existence même en dépendait. Trajan avait donné à Rome son premier stade permanent, un forum, un centre commercial et un système d'alimentation en eau. Un siècle plus tard, Rome se retrouvera dans les mains de l'empereur Caracalla qui construira pour le peuple le bâtiment public le plus somptueux jamais imaginé. Un véritable palais pour le citoyen, les termes les plus luxueux et les plus sophistiqués de tous les temps. Et chacun pouvait s'y rendre. Mais pourquoi le cruel Caracalla se montrait-il si généreux ? Ce qui préoccupait ces empereurs, c'était leur réputation, leur image éternelle. Il fallait construire quelque chose dont les gens se souviendraient, comme les thermes de Caracalla. Mais derrière la somptuosité de ces thermes se dissimulait une toute autre réalité. Le nom complet de Caracalla était Marcus Aurelius Antoninus Bassianus, mais seul le sobriquet de Caracalla, le court manteau gaulois qu'il affectionnait, lui restera. Comme Caligula et Néron avant lui, Caracalla sera l'un des souverains romains les plus effroyables. Caracalla est connu comme l'un des pires tyrans de l'Empire romain. Il a probablement tué son frère en présence de sa mère, et il a effacé le nom de ce frère de tous les monuments de la cité, ainsi que les représentations de sa femme et de son beau-père. Même en dehors de Rome, il avait une réputation effroyable.
À Alexandrie par exemple, où certaines personnes le critiquaient, il a perpétué un véritable massacre. Caracalla était tellement haï qu'il décide de construire pour le peuple de Rome une merveille d'architecture censée redorer son blason. Mais pourquoi diable construire des thermes? Caracalla, l'un des empereurs les plus malfaisants de Rome, était un vrai psychopathe. Curieusement, il a choisi de construire des thermes pour en faire son monument. Comment pouvons-nous interpréter cela? On peut y voir une tendance obsessionnelle à se laver, à se purifier. Peut-être l'expression d'une sorte de culpabilité pour ce qu'il avait fait. À l'époque, Rome dispose déjà de près d'1 millier de bains publics. Mais les thermes de Caracalla vont tous les éclipser. Ils couvrent une superficie de 10 hectares. À lui seul, l'espace central est plus vaste que la basilique Saint-Pierre et une canalisation est spécialement construite à partir de l'Aqua Marcia pour les alimenter en eau. Caracalla restera toujours égal à sa réputation de cruauté. Les ouvriers seront contraints de travailler 24 heures sur 24, par tous les temps. Commencés en 212 après Jésus-Christ, ces thermes seront construits en un temps record. Caracalla va employer jusqu'à 16 000 ouvriers. 100 000 perches d'échafaudage permettront à 4 500 maçons et 1 800 décorateurs de se mettre à l'ouvrage. Caracalla voulait achever ses thermes aussi rapidement que possible. Il a donc mis une pression énorme sur ses architectes et ingénieurs pour que tout soit terminé en seulement 4 ans. Cela ne va pas sans inquiéter les responsables des finances de Caracalla. Le coût de cette construction représente en effet la totalité du budget impérial. Autrement dit, le budget annuel pour entretenir l'armée, distribuer du grain, payer les fonctionnaires de l'État, distribuer des cadeaux et verser des subsides à l'étranger. Pendant le règne de Caracalla, il n'y aura aucune grande conquête et donc pas de rentrée d'argent. C'est le début d'une période de fort chômage et d'inflation, une très mauvaise période pour l'économie. Mais Caracalla ne va pas s'arrêter en si bon chemin et aucune folie ne sera épargnée. Des millions de briques et des centaines de colonnes ont été utilisées pour cette construction. Il y avait des grues sophistiquées, équipées de roues que les ouvriers faisaient tourner à la manière des hamsters. Tout l'intérieur était décoré en marbre. Dès la moitié des travaux, on comprenait qu'une nouvelle merveille était en train de naître à Rome. Les gens pouvaient se baigner dans des bassins de la taille d'une piscine olympique moderne, se reposer dans d'immenses salles de sauna, se prélasser dans un bain chaud de 50 mètres de long, avant de se rafraîchir dans un bassin adjacent. Il y avait un gymnase et des salles de sport, ainsi que des bibliothèques, des salles de réunion et des jardins. Quand on pénétrait dans les thermes de Caracalla, on était frappé par la clarté, par la lumière qui se reflétait à la surface des marbres et des mosaïques dont étaient revêtus les murs et différents endroits du bâtiment. En sous-sol, en revanche, c'était probablement un monde d'obscurité au niveau des quartiers réservés au personnel faisant chauffer l'eau des bains. Une immense citerne fournissait près de 8000 m3 d'eau avec des canalisations qui passaient sous le corps du bâtiment principal et qui alimentaient les bassins d'eau froide ou les chaudières. Un réseau souterrain de canalisation en terre cuite distribuait l'eau chaude et froide et collectait les eaux usées. Dans de vastes galeries étaient entreposées 2000 tonnes de bois de chauffage. Une cinquantaine de foyers permettaient de chauffer les différentes salles situées au-dessus. Ce système de chauffage très efficace s'appelait un hypocauste. De fines canalisations de terre cuite couraient dans les murs pour en assurer l'isolation et transporter l'air chaud. Ce monde souterrain était un antre de chaleur, de sueur et d'oppression. Un monde cruel. Au-dessus, les classes aisées jouissaient d'un univers de luxe et de propreté. Ces thermes pouvaient accueillir jusqu'à 2000 personnes. On pouvait passer toute la journée aux thermes. Il y avait beaucoup de choses à y faire. Il fallait du temps pour parcourir toutes les salles. Il y avait une sorte de bain turc, une salle pour les bains chauds, une pour les bains froids, une piscine. On pouvait s'y faire masser, coiffer, faire appel à un pédicure ou une manucure. Et puis on pouvait y tenir des conversations, y rencontrer des gens importants. Il y avait de quoi manger et boire. La piscine principale, le Kalidarium, était la salle la plus chaude. Elle était équipée d'une coupole permettant de faire pénétrer la lumière et la chaleur du soleil.
Ces bains furent très populaires et durèrent longtemps, jusqu'à éclipser Caracalla lui-même. Le 8 avril de l'an 217 après Jésus-Christ, moins d'un an avant la fin des travaux, Caracalla est assassiné par ses propres gardes du corps. Les Romains continuèrent à profiter des thermes pendant plusieurs siècles, mais ils eurent vite fait d'oublier Caracalla, l'un des empereurs les plus détestables de tous les temps. En dépit de gouvernants médiocres, de l'instabilité sociale et des révoltes, Rome va devenir le centre nerveux d'un vaste empire. Et tout cela grâce à cette merveille qu'était le réseau routier. Les Romains ont compris que le bon maintien de l'Empire dépendait directement de la construction d'un système routier adapté à l'acheminement des troupes et des marchandises. Ils ont donc utilisé les routes de manière à créer une sorte de village global. La première voie romaine fut la Via Appia, dont la construction fut entamée vers 310 avant Jésus-Christ par le consul Appius Claudius. En l'espace de 200 ans, un réseau de près de 300 000 km allait prendre naissance dans la cité et rejoindre les plus lointaines contrées de l'Empire, un réseau qu'emprunteront de formidables armées. Rapidement, toute l'Europe à l'ouest, la Judée à l'est et l'Égypte au sud tomberont dans le giron de Rome. La construction des routes romaines progressait à la vitesse de plus de 3 km par semaine. Et pourtant, elles ont survécu jusqu'à nos jours. Quel est donc le secret de leur construction? La réponse se trouve dans les techniques d'arpentage utilisées. Et pour cela, les ingénieurs romains vont inventer un instrument que l'on appelle la groma. Les principes de l'arpentage chez les Romains sont les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Autrement dit, il faut définir les angles, utiliser des niveaux pour le nivellement et ainsi de suite. Il fallait d'abord visualiser un axe comme celui-ci, avant de se déplacer et de positionner l'autre ligne à angle droit, ce qui était assez efficace sur les courtes distances. Pour les longues distances, les Romains devaient utiliser les plus hautes collines qu'ils pouvaient apercevoir au loin, et ils plantaient des perches entre l'endroit où ils se trouvaient et l'endroit où ils voulaient aller, qu'ils alignaient en très longues files aussi droites que possible. Ils ne pouvaient pas arpenter avec des angles, raison pour laquelle toutes les voies romaines sont rectilignes. Si l'obstacle était infranchissable, la route faisait un coude pour le contourner. Mais le plus souvent, elle coupait directement à travers les collines. L'empereur Trajan conçut une tranchée de 35 mètres de profondeur pour étendre la Via Appia le long de la côte. Construire une route entièrement nouvelle était une idée neuve. Jusqu'alors, les routes reprenaient d'anciens chemins. Elles contournaient les fleuves et évitaient les collines. Mais du point de vue des Romains, tout cela était inefficace. Rien ne pourra rivaliser avec la Via Appia. Et lorsque la route débouchait sur des marécages, une chaussée spéciale était construite en dessous, constituée d'une plateforme de bois. Des poteaux étaient enfoncés dans le marais, supportant un cadre. Parfois, des troncs d'arbres entiers étaient disposés en travers avant de construire la route au moyen d'une couche de dalles de calcaire recouverte de galets et de gravier. Les Romains mettaient beaucoup de soin à construire leur route parce qu'elle constituait le cœur même de leur système de communication. La construction de ces voies était une affaire sérieuse car elle servait à beaucoup de choses, comme le transport des troupes et des marchandises. Elles étaient construites par des esclaves, des soldats et des citoyens des classes populaires qui travaillaient pour des entrepreneurs privés. La robustesse des voies romaines est un perpétuel sujet d'étonnement. Elles étaient toutes construites selon la même formule. On creusait une large tranchée que l'on remplissait de sable et de gros blocs pour établir de solides fondations. On étalait ensuite une couche de gravier et de grosses pierres qui étaient mélangées à de l'argile ou à du mortier avant d'être tassées. Une couche de dalles bombées, parfois de basalte, constituait la surface, permettant ainsi à l'eau de pluie de s'écouler vers les bords de la chaussée. Tous les 1000 pas étaient plantés une borne cylindrique sur laquelle étaient gravés les détails de l'empereur régnant et la distance jusqu'à la ville suivante. Des campements et des points de ravitaillement étaient prévus tous les 15 km. Pendant le règne d'Auguste, lorsque parviennent à Rome des nouvelles d'une invasion de la Gaule par des tribus germaniques, la troupe est immédiatement envoyée. Cheminant sur ces nouvelles voies à la vitesse record de 6 km/h, l'invasion pourra être repoussée.
Les voies romaines démontrent la puissance de l'Empire. Elles franchissent les différentes régions droites comme un i et semblent dire au peuple conquis « Vous êtes des sujets de Rome, vous êtes sous le joug de la puissance romaine ». Alors que les routes contribuent à consolider l'Empire, c'est l'architecture qui va démontrer la supériorité de Rome sur le reste du monde. Le bâtiment romain le plus visionnaire, demeure emblématique de l'architecture mondiale, c'est le Panthéon, un temple dédié à l'ensemble des dieux, construit par l'empereur Hadrien aux environs de 125 après Jésus-Christ. Comme un témoin de son temps, le Panthéon reste le bâtiment romain le mieux préservé et marque l'une des plus belles réussites de l'architecture mondiale. Son oculus central, de 9 mètres de diamètre, s'ouvre directement sur le ciel. Pour construire sa coupole, large de 44 mètres, les architectes ont dû prendre des risques. À l'époque, c'était la coupole la plus vaste jamais conçue sans l'aide du béton armé. On aimerait en savoir davantage sur le Panthéon. Le nom grec signifie que c'est un temple consacré à toutes les divinités. Nous savons qu'Adrien y était là entouré de sa cour. On suppose que tous les dieux de l'Olympe y figuraient, mais quant à sa fonction exacte, nous n'en savons toujours rien. Pour l'empereur Hadrien, le Panthéon était une véritable obsession. Passionné d'architecture, il était capable de tracer lui-même des plans et des ébauches. Il avait fait construire sa propre villa sur le modèle d'un temple égyptien. Tous les empereurs étaient passionnés d'architecture. Mais la différence entre eux et Hadrien, c'est que lui était une sorte d'architecte amateur et qu'il est, semble-t-il, intervenu dans la conception de sa villa de Tivoli. On ne connaît pas l'architecte qui a construit le Panthéon. Certains pensent qu'il s'agit d'Apollodore de Damas, mais il n'existe aucun document. La façade du Panthéon a été conçue afin d'exprimer la maîtrise du monde par les Romains. Le portique grec était soutenu par 16 superbes colonnes. Taillées dans le beau granit d'Égypte, elles ont été extraites de carrières situées à des milliers de kilomètres de là, à Assouan, avant d'être transportées jusqu'à Rome. Les traverses situées au-dessus étaient jadis habillées de bronze. Ici, 2 gigantesques portes de bronze, hautes de plus de 6 mètres, ouvrent sur un vaste espace circulaire, grand comme la moitié d'un terrain de football. L'intérieur du Panthéon est absolument fantastique. Grâce à cette incroyable coupole, 2 fois plus grande que n'importe quelle coupole construite auparavant, avec ses 44 mètres de largeur. À l'intérieur, on ne pense qu'à une seule chose, l'espace. Le Panthéon est l'un des bâtiments les plus célèbres du monde et l'un des mieux conservés. Mais il garde tout son mystère. On ne sait pas comment il s'appelait à l'origine et on ne sait pas non plus à quoi il servait exactement. Le Panthéon consacre l'alliance des styles classiques et modernes. Il n'y a aucun précédent architectural. Aucune colonne pour soutenir l'espace intérieur, ce qui est une conception unique pour un temple. Et sa coupole est un chef-d'œuvre de maîtrise technique. Avant le Panthéon, les Romains avaient déjà construit d'autres coupoles, notamment pour des thermes. Mais la portée de celle du Panthéon est supérieure à celle de toutes les structures anciennes. Et il faudra attendre la Renaissance pour voir quelque chose d'encore plus élaboré. La construction de la coupole du Panthéon a représenté le défi technique le plus fou auquel se sont attelés les Romains. Sa portée était 2 fois supérieure à celle des coupoles construites précédemment. Le problème clé avec une coupole, c'est de l'empêcher d'imploser sous son propre poids. Sa base subit une pression constante vers l'extérieur, pendant que le milieu tend à s'effondrer vers l'intérieur. Les Romains ont résolu ce problème de 2 manières différentes. D'abord, ils l'ont construite très épaisse. Puis, pour l'empêcher de pousser vers l'extérieur, ils l'ont édifiée à l'intérieur de contreforts massifs, comme des murs, avec des colliers tout autour de la base. Une solution vraiment ingénieuse. L'architecte a prévu de soutenir cette demi-sphère géante avec seulement 8 piliers. Comme ils devaient être très solides, ils avaient une épaisseur de 6 mètres. Mais pour réduire leur poids, il avait été prévu de pratiquer des puits d'inspection à l'intérieur.
La coupole elle-même constitue un chef-d'œuvre d'architecture futuriste. Elle a été construite de manière à réduire le poids et la pression. Elle présente aussi de nombreux détails très sophistiqués et ses constructeurs ont utilisé 5 types différents de ciment. Le secret du béton romain, c'était un sable volcanique local qui le rendait aussi dur que la pierre. Pour les architectes romains, cela voulait dire qu'ils pouvaient maintenant prendre en compte la fonction d'un bâtiment et en mouler la forme de manière à l'adapter à sa fonction et non plus, comme c'était le cas avant, d'adapter la fonction et de l'intégrer dans une boîte carrée. La coupole a été merveilleusement proportionnée puisque ses dimensions sont très précisément la moitié de celles de l'ensemble du bâtiment. Passant du sol à la première corniche, les constructeurs ont utilisé du béton lourd et des blocs de tuf. L'étage suivant a été construit avec des briques de tuf plus légères. Le premier anneau de la coupole est en béton, mais au fur et à mesure que l'on s'élève, le béton devient plus mince et il est allégé à l'aide de tuf. En haut, on ajoutait de la pierre ponce pour alléger encore plus l'ensemble. Si l'architecte n'était pas parvenu à réduire le poids grâce à ces techniques, les contraintes mécaniques auraient été augmentées d'environ 80%. Dans les murs, l'architecte a dissimulé un ensemble complexe d'arches conçues pour réduire le poids et canaliser la pression vers les piliers de soutien. Le poids de la coupole a également été réduit en découpant de larges panneaux carrés, les caissons. Comme ces caissons étaient dorés, on avait l'impression d'avoir une sorte de baldaquin en or au-dessus de la tête. La coupole a été construite en utilisant un cadre de bois pour soutenir l'ensemble, ce qui a permis de déterminer la forme des caissons et des moulures. Tout en haut se trouvait l'oculus, une ouverture circulaire de 9 mètres de diamètre s'ouvrant sur le ciel. Cette particularité très ingénieuse permettait de supprimer le point de contrainte maximum de la coupole et a contribué à assurer la survie de l'édifice. L'histoire n'a pas retenu le nom de l'architecte qui a imaginé cette conception révolutionnaire. On ne sait s'il s'agissait d'Apollodore ou de l'empereur lui-même. L'historien Dio Cassius nous raconte une histoire à propos d'Apollodore et d'Adrien selon laquelle l'empereur aurait montré quelques-uns de ses dessins à l'architecte qui les aurait vertement critiqués. Selon Dio, Adrien aurait fini par faire exécuter Apollodore. Si cette histoire est vraie, Apollodore n'aura jamais vu le Panthéon achevé. Mais le principal mystère n'est pas tant le nom du constructeur du Panthéon ou de sa coupole que la façade du bâtiment elle-même. On ne peut que s'interroger sur la hauteur des colonnes. Le portique semble être en effet trop court d'environ 3 mètres. Peut-être la raison réside-t-elle dans le fait que Hadrien voulait que les colonnes soient en granit égyptien. Les extraire des carrières et les rapporter à Rome était une entreprise coûteuse, mais elle symboliserait la puissance absolue. Pour respecter des proportions correctes, il fallait qu'elle mesure 15 mètres de hauteur. Pour un empereur aussi impatient que Hadrien, cela signifiait une longue attente, ce qui était pour lui hors de question. Tout comme il était hors de question de se contenter du marbre. Il semble donc que Hadrien se soit résolu à enfreindre les lois de la proportion et à accepter des colonnes de granit de seulement 12,50 mètres de hauteur. La conception de sa façade demeure mystérieuse, mais le Panthéon continue d'étonner le monde. La dernière des 7 merveilles de Rome est l'édifice le plus moralement contestable qui soit, le Colisée. Derrière ces splendides murs s'y tenaient d'effroyables spectacles de lutte, de sang et de mort. Ce bâtiment était le plus grand et le plus célèbre de tous les amphithéâtres romains. S'élevant à une hauteur correspondant à plus de 16 étages, le Colisée pouvait accueillir, d'après les anciens, quelques 80 000 spectateurs. C'était une immense arène consacrée au divertissement et à la mort. C'est après la disparition de Néron que les Romains ont commencé à réfléchir à la construction du Colisée. Son règne de terreur avait tellement accablé le peuple que Vespasien, qui lui succédait, devait construire quelque chose d'exceptionnel pour regagner les faveurs des citoyens.
Vespasien était totalement atypique parmi les empereurs de Rome. C'était un travailleur infatigable, sobre et frugal, honnête, très apprécié des Romains. En l'an 70 après Jésus-Christ, les ingénieurs de Vespasien assèchent le lac privé de Néron pour y établir les fondations du plus grand amphithéâtre de Rome. En forme d'ovale, l'édifice comporte une vaste arène centrale. De hauts gradins bien étagés permettent à chaque spectateur de disposer d'une excellente vue sur l'immense piste. À l'intérieur de l'édifice s'enchevêtrent de nombreuses galeries voûtées. Grâce aux 76 portes d'entrée, les spectateurs pouvaient s'engouffrer dans les passages afin de rejoindre les places assises au-dessus. Toute la structure repose sur des piliers porteurs renforcés par des arcades et des voûtes. Ces voûtes nous donnent une toiture en coupole, comme celle qui se trouve au-dessus de ma tête, construite en béton et positionnée sur un cadre ou un coffrage en bois. Les arcades, telles que celle-ci, en pierre de taille, permettent d'avoir un espace public ouvert où les gens peuvent se mélanger et circuler. Et ces arcades confèrent au Colisée son aspect architectural distinctif sur le pourtour. En regardant la façade, on voit que les 3 premiers étages comportent des arcades, alors que les 4e et 5e sont des murs pleins en béton avec des briques de parement. Les techniques de construction employées ont permis de monter très rapidement cette façade de 45 mètres de haut. 300 tonnes d'agrafes en fer ont permis de lier les éléments de maçonnerie. Grâce aux briques, de dimensions standard et au béton facile à mélanger, la productivité était très grande sur le chantier. Vespasien n'avait pas de temps à perdre. Il avait hâte de regagner l'estime du peuple avant d'être trop vieux. Le Colisée sera sa réponse. Et son statut impérial lui donnera droit à la meilleure place dans les gradins. À ses côtés se tiendront les sénateurs. Au-dessus, la noblesse. Encore plus haut, les soldats et les citoyens. Puis les esclaves. Les plus mauvaises places, tout en haut de l'édifice, étaient laissées aux femmes. Symboliquement, l'endroit était donc un microcosme de la société romaine. Et quand vous l'observiez dans cette perspective, c'était en effet les différentes strates du monde romain qui apparaissaient. Tout en haut de l'édifice, le vélum protégeait les spectateurs du soleil. Pour le hisser en position, à la manière d'une voile, 1 millier de marins étaient stationnés en permanence à Rome. Ce qui est le plus surprenant, c'est que cet immense édifice, probablement le projet architectural le plus ambitieux et certainement le plus complexe de l'Antiquité, a été construit en 5 ans environ. Malgré la rapidité du chantier, Vespasien ne vivra pas assez vieux pour voir le Colisée complètement achevé. Il est mort avant de voir la réalisation de son grand œuvre. Ce sera son fils, Titus, qui inaugurera officiellement l'arène la plus terrifiante du monde. Pendant 100 jours, le peuple de Rome sera invité à assister au massacre de bêtes sauvages, à l'exécution d'hommes, de femmes et d'enfants, et à des combats de gladiateurs. C'est la technique qui a rendu possible ce massacre à grande échelle. Dissimulées sous l'arène, de multiples galeries permettaient d'acheminer les décors, mais aussi de récupérer les cadavres. Il y avait 32 enclos pour les animaux où l'on trouvait des lions, des tigres, des éléphants et des crocodiles. À l'aide d'un treuil, les portes des cages s'ouvraient pour laisser entrer dans l'arène des bêtes inquiètes et affamées. Jusqu'à 5000 d'entre elles seront abattues en une seule journée. Et certaines espèces seront menacées d'extinction. C'était vraiment des massacres à l'échelle industrielle, et tout cela devait être réglé comme une horloge. On raconte une histoire à propos de l'empereur Claudius, qui aurait fait jeter quelques-uns de ses décorateurs et de ses techniciens au lion, parce que la machinerie était tombée en panne et que le spectacle n'avait pas pu se dérouler comme prévu. Les exécutions étaient un divertissement très populaire en milieu de journée. Chrétiens, juifs, criminels et esclaves étaient torturés à mort suivant des techniques nouvelles afin de divertir le peuple. Il est évident que les mentalités étaient différentes et que l'on pouvait assister aux souffrances extrêmes des hommes et des bêtes sans avoir envie de se lever et de demander qu'on arrête tout cela. On sait par exemple qu'ils forçaient des femmes à avoir des relations avec des taureaux ou des singes avant de les mettre à mort. Mais le grand spectacle de la journée, c'était les combats de gladiateurs. Nombre d'entre eux étaient des prisonniers de guerre capturés lors des campagnes menées contre les tribus telles que les Samnites, les Thraces ou les Gaulois.
Après l'inauguration du Colisée, de nouvelles écoles de gladiateurs seront créées à proximité. Il y aura bientôt 2000 combattants entraînés, prêts à lutter jusqu'à la mort. Afin de donner un peu plus de piment à ces combats, les Romains aimaient conférer aux gladiateurs une identité mythique pour en découdre dans une mêlée générale. Vous pouviez avoir Achille affrontant Hector ou Hercule luttant contre l'un de ses ennemis. Et ils se battaient jusqu'à la mort, mais avec un déguisement et dans un contexte qui n'était pas sans rappeler le théâtre. S'ils vivaient suffisamment longtemps pour aller jusqu'au bout de leur contrat, les gladiateurs pouvaient devenir des hommes libres. Le Colisée a ainsi fait de certains d'entre eux des héros. Certains bénéficiaient d'une deuxième chance, d'autres mouraient dans ses murs, et leurs dépouilles étaient traînées dans le sable à la fin du combat. 42 empereurs bénéficieront de l'édifice construit par Vespasien. Le Colisée était un bâtiment conçu pour distraire le peuple et faire en sorte qu'il soit heureux. Et c'est bien ce qui s'est passé, mais le tribut humain à payer fut très lourd. 700 000 combattants et condamnés sont morts au milieu de ces murs gigantesques. Le Colisée demeure aujourd'hui encore un chef-d'œuvre architectural dont la flamboyance éclipse les heures les plus sombres d'une civilisation à la fois grandiose et impitoyable. Les 7 merveilles de Rome furent toutes des créations exceptionnelles, repoussant les limites de l'architecture et de la technique à des niveaux qui resteront inégalés pendant plus de 1000 ans. Peut-être l'audace de leur construction incite-t-elle encore les architectes modernes à se surpasser, à développer des matériaux nouveaux, à résoudre des problèmes inédits, tout comme l'ont fait les Romains, afin de bâtir l'avenir.